Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien sur l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, toujours en direct de l'Indre, et nous sommes le dimanche 18 mai 2025, épisode 294. J'espère que vous allez bien. Au programme, HTTP Bot, 200 attaques DDoS ciblées en Chine. Intel, 3 nouvelles failles CPU exposées. Broadcom, fuite de données RH après une attaque indirecte. Opération RoundPress, espionnage ciblé via les webmails. Defender note, un faux antivirus désactive Microsoft Defender. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessort.org. Et pour rappel, si vous voulez soutenir le passage de Radio Cessort au format vidéo, la canette est ouverte sur Litchi, le lien est en description, elle sera fermée le 31 mai. Je compte sur vous. Un nouvel outil nommé DefendNote permet de désactiver Microsoft Defender sur les systèmes Windows en enregistrant un faux antivirus via une API non documentée du Windows Security Center. Cette API est habituellement utilisée par des logiciels de sécurité pour signaler leur présence au système et prendre en charge la protection en temps réel, ce qui entraîne automatiquement la désactivation de Defender. Développé par le chercheur ES3N1N, DefendNote exploite cette API en injectant une DLL dans un processus système signé, le task mgr.exe, contournant ainsi les protections du type Protected Process Light et les exigences de signature numérique. Une fois le faux antivirus enregistré, Defender se désactive, laissant le système sans protection active. L'outil repose sur un projet antérieur, NoDefender, retiré de GitHub à la suite d'une plainte DMCA. Contrairement à ce prédécesseur, DefendNote a été entièrement réécrit pour éviter les violations de droits d'auteur en utilisant une DLL d'antivirus factice. Ce programme inclut un chargeur qui utilise un fichier ctx.bin pour transmettre des paramètres tels que le nom de l'antivirus à afficher, la désactivation de l'enregistrement ou encore l'activation d'un journal détaillé. Il établit également une persistance via le planificateur de tâches Windows. Microsoft Defender détecte actuellement cet outil sous le nom de win32/sapsic.fl et le met en quarantaine. Alors, à surveiller, faites attention, c'est une porte d'entrée. Article intéressant. J'ai retenu pour cette journée de dimanche un article assez intéressant de E7 qui a fait un rétexte de qualité avec pas mal d'informations, dont des IOC ouvertes que vous pouvez utiliser ou réutiliser. Les chercheurs d'E7 ont documenté l'opération RoundPress, une campagne d'espionnage numérique ciblant des serveurs webmail vulnérables via des failles XSS. Cette opération est attribuée avec un niveau de confiance moyen au groupe SendNet, également connu sous le nom de APT28, FancyBear ou Forest Blizzard. Depuis 2023, la compromission repose sur des emails de spear phishing exploitant des vulnérabilités XSS. En 2024, les cibles sont étendues aux serveurs Roundcube, Horde, Mdemon et Zimbra, donc ce sont des webmails. Et pour Mdemon, une faille 0D, la CVE 2024-11182, a été exploitée. Signalée le 1er novembre 2024, elle a été corrigée dans la version 24.5.1, publiée le 14 novembre. SendNet utilise des charges malveillantes nommées SpyPress, injectées dans le contexte du client webmail. Les 4 modules observés sont SpyPress pour .horde, SpyPress.mdemon, SpyPress.roundcube et SpyPress.zimbra. Il permet le vol d'identifiants, l'exfiltration de courriels et de contacts et parfois la mise en place de règles malicieuses. SpyPress.mdemon permet également la récupération du secret de double authentification et la création de mots de passe applicatifs permettant de contourner la 2FA. C'était un des points importants de l'article et du retour d'expérience de E7. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les attaquants, ils vont trouver un moyen de contourner la fameuse 2FA. On est très nombreux à utiliser des webmails ou ce genre de choses avec de la 2FA et on pense qu'on est à l'abri. Et pas du tout. Il faut savoir que la CVE 2023-43770 a été utilisée contre Roundcube. Corrigée en septembre 2023, elle permet l'injection de scripts par une mauvaise neutralisation de texte dans un lien. Et pour Zimbra, c'est la CVE 2024-27443 qui permet une injection JavaScript dans un champ d'invitation du calendrier. Elle a été corrigée le 1er mars 2024. Il faut savoir que les données volées sont exfiltrées via des requêtes HTTP POST, via des serveurs de command and control codés en dur. Les charges sont fortement offusquées sans mécanisme de persistance. Chaque exécution nécessite l'ouverture de l'email infecté dans une session webmail vulnérable.
Les principales cibles identifiées en 2024 d'après E7 sont des entités gouvernementales et industrielles en Ukraine, en Bulgarie, en Roumanie, Cameroun, Équateur, Serbie, Chypre et la Grèce. C'est à lire, c'est vraiment propre comme rétex, c'est au bon niveau. Et si vous cherchez des IOC entre guillemets ouvertes, ce que j'appelle les ISC pas que gratuites, mais qui donnent de la valeur ajoutée à vos investigations, à récupérer. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. The Register nous remonte un incident de ransomware qui est survenu en septembre 2024 chez Business System House, partenaire au Moyen-Orient du prestataire de paix ADP. Rien à voir avec les aéroports de Paris. Ça a entraîné le vol de données concernant des employés de Broadcom. L'information a été transmise au personnel concerné le 12 mai 2025. Vous avez vu quand on fait la timeline? Il y a eu un ransomware en septembre 2024 et les personnes concernées vont être informées au mois de mai 2025. Au moment de l'attaque, Broadcom était en cours de transition vers un autre fournisseur. La compromission des données a été confirmée en décembre 2024, mais leur analyse a été retardée en raison de leur format non structuré. Le groupe Eldorado, identifié comme l'auteur de l'attaque en novembre 2024 par la plateforme Ransomware Live, est soupçonné d'être lié au groupe BlackLock, qui aurait repris les revendications depuis sa disparition du blog Eldorado en mars. Le site de fuite BlackLock mentionne Business System House et parmi les répertoires figure VMware, une filiale de Broadcom. La société n'a pas confirmé l'étendue exacte de l'incident. Les types de données potentiellement exposés incluent numéro d'identification nationale, données d'assurance santé, coordonnées bancaires, date de naissance, salaire, date de fin de l'emploi, email, numéro personnel, ainsi que les adresses des employés. 5 comptes employés compromis ont été identifiés par Hudson Rock, entraînant la compromission de 560 utilisateurs au total, avec des impacts potentiels sur 35 entreprises tierces. ADP a précisé que seuls certains clients Moyen-Orient ont été touchés et que ses propres systèmes n'ont pas été affectés. Aucun paiement de rançon n'a été confirmé. Le modèle d'extorsion utilisé implique la publication de données en l'absence de paiement. Des chercheurs de l'ETH Zurich ont révélé une nouvelle vulnérabilité affectant l'ensemble des processeurs Intel modernes, nommée Branch Privilege Injection ou BPI. Cette faille repose sur des conditions de concurrence dans le prédicteur de branchement lors du changement de contexte entre utilisateurs aux privilèges différents. Bref, elles permettent à un attaquant authentifié de contourner les mécanismes d'isolation et de lire la mémoire cache et vive d'un autre utilisateur sur le même processeur. Intel a publié un correctif microcode le 13 mai 2025. La vulnérabilité est enregistrée sous la CVE 2024 45332 avec un score CVSS 4, attention c'est une V4 de 5.7. En parallèle, des chercheurs de VUSEC à l'université d'Amsterdam ont documenté une nouvelle catégorie d'attaques, Spectre V2 baptisée Training Solo. Ces attaques permettent de détourner le flux d'exécution au sein d'un même domaine, par exemple dans le noyau sans environnement sandboxé. Elles reposent sur 2 failles matérielles supplémentaires, la CVE 2024 28958, toujours avec un score CVSS V4 de 5.7, lié à Indirect Target Selection, affecte les processeurs Intel Core de 9e à 11e génération, ainsi que les Xeon de 2e et 3e génération. La CVE 2025 24495, score CVSS V4 de 6.8, concerne une faiblesse dans le Lyonkov BPU, affectant les processeurs basés sur le corps Lyonkov. Les attaques permettent de fuiter la mémoire du noyau en débit à un débit pouvant atteindre 17 kT/s et de compromettre l'isolation entre utilisateurs invités et hôtes. Des mises à jour de microcode ont été diffusées par Intel. AMD, de son côté, a révisé sa documentation sur Spectre et Meltdown pour souligner les risques liés à l'utilisation du filtre CBPF. Hacker News nous remonte qu'un nouveau botnet baptisé HTTP-Bot a été identifié comme vecteur de plus de 200 attaques DDoS ciblées depuis avril 2025, principalement contre les secteurs du jeu vidéo, de la technologie, de l'éducation et du tourisme en Chine. L'analyse provient du rapport publié par NS Focus. HTTP-Bot est un malware en Golang conçu spécialement pour les systèmes Windows, ce qui constitue une exception dans l'écosystème habituel dominé par les botnets Linux ou IoT. Il dissimule son interface graphique pour échapper à la surveillance, modifie le registre Windows pour assurer sa persistance et établit une connexion avec un serveur de commande et de contrôle, les fameux C2, afin d'exécuter des attaques de type HTTP Flood. Alors plusieurs modules sont intégrés. Il y a ce qu'on appelle un browser attack qui utilise des instances cachées de Google Chrome pour simuler un trafic légitime.
La deuxième instance, c'est le HTTP auto-attaque basé sur des cookies pour imiter des sessions authentiques. La troisième, c'est HTTP FP Diac Attack. C'est via du HTTP2 qui force les serveurs à générer de lourdes réponses pour alourdir la charge GPU. On continue avec le WebSocket Attack qui va exploiter les protocoles WS.2.// ou WSS2.// et aussi Post Attack qui va abuser des requêtes HTTP Post. Et bien entendu, un cookie attack qui va compléter le browser attack par un traitement renforcé des cookies. Il faut savoir que HTTP-Bot se distingue par sa précision chirurgicale, visant des interfaces critiques telles que les systèmes de paiement ou de connexion de jeux en ligne. Il privilégie une simulation poussée des couches protocolaires en évitant le trafic massif au profit d'une strangulation des services en temps réel, rendant inefficaces les défenses classiques basées sur l'intégrité protocolaire ou les règles statistiques. C'est sympa à lire, c'est une nouvelle façon de voir aussi que les joueurs sont ciblés. Bon, ils sont ciblés depuis des années, parce qu'on sait qu'ils mettent les moyens autour de leur passion qui est le jeu vidéo, mais passionnant parce que ça touche que la Chine. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du dimanche 18 mai 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, ou envoyez-moi un email à radiocesseur@gmail.com. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, profitez de la fin de ce week-end. Il a fait plus frais quand même, hein. Ça a bien baissé les températures. Mais le barbecue s'est très bien passé. À demain. Au revoir.